À l'heure des prédateurs, la Chine n'a pas une minute de retard. Et elle entend le faire savoir. Esthétique de jeux vidéo, code du cinéma d'action. Quand l'armée populaire de libération fait sa propagande, elle emploie les grands moyens. Flatter l'esprit patriotique, les sentiments nationalistes à l'intérieur, montrer sa force à l'extérieur, avec pour tous un même message, l'Empire est de retour. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable. Quand vous êtes un dirigeant chinois, vous êtes l'héritier de l'empereur, donc vous décidez, et le peuple s'exécute, point à la ligne. À partir de 2001, on voit que les capacités commerciales chinoises à l'export explosent littéralement. Dans la tête des Chinois aujourd'hui, il y a l'idée que l'horreur est venue, que l'Occident est en déclin et que l'Amérique est une puissance qui va s'affaiblir. La Chine a plus besoin de nous que nous d'elle. S'attaquer à Taïwan, risquer une riposte américaine, donc une humiliation devant sa propre population et un effondrement économique, est-ce que ça vaut vraiment le coup? La comparaison avec la guerre froide est légitime, mais dans le niveau de rivalité, les moyens engagés, on est un cran au-dessus de la guerre froide. Il n'y a aucun doute que sur un plan très très large, la Chine se prépare activement à l'hypothèse d'un conflit. Le déclencherait-elle? Cela reste une question. Fin août 2025, à Tianjin, mégapole portuaire du nord de la Chine, Xi Jinping recevait ses amis. La Chine cherche à se situer au centre du jeu international, à recentrer l'Asie sur elle-même et plus largement à re-hiérarchiser son réseau de vassaux, de vassalité et non pas d'alliés autour d'elle. Pour la Chine, aujourd'hui, c'est une rivalité entre coalitions, entre groupes de pays. C'est-à-dire que la Chine considère que pour dépasser les États-Unis, elle pourra le faire seulement si elle arrive à développer des partenariats avec des pays qui partagent un positionnement ouvertement anti-occidental. Près d'une vingtaine de dirigeants pesant plus de la moitié de la population mondiale et un quart de ses richesses. C'est ce rêve chinois idéal où on a tous les États vassaux qui viennent soutenir l'empereur dans sa capitale. Cela veut représenter un monde hors Occident, rassemblé derrière la Chine. Est-ce vraiment l'expression du Sud global? Je crois qu'en tous les cas, Donald Trump a tout fait pour ça. Sur le tapis rouge, le Russe Poutine, le Turc Erdogan, le Biélorusse Loukachenko, l'Indien Modi ou le Pakistanais Sharif entourent le numéro 1 chinois. Ce Sud global, il est traversé d'inimitiés et de rivalités très profondes. Les Indiens et les Chinois se détestent. Il n'y a pas si longtemps, et ils sont d'ailleurs fichus sur la figure. Les Russes et les Chinois se détestent également. Les Chinois méprisent les Russes. Leur présence en Russie, ils veulent racheter le coffre-fort de matières premières à bon compte. L'ambition finale de la Chine étant au centre du jeu, en tout cas dans ses velléités, dans ses intentions, qui hier étaient cachées, aujourd'hui sont de plus en plus affichées, c'est de placer le dialogue stratégique face aux États-Unis pour mieux les contourner, mieux les neutraliser et à terme, d'ici 5 à 10 ans, dépasser les États-Unis par ce jeu indirect de coalition. Une belle brochette d'autocrates unis dans leur détestation de l'Occident et unanimes à dénoncer un esprit de guerre froide. Pour la Chine, ce sont ses partenaires naturels. C'est avec eux maintenant que la Chine souhaite développer, renforcer le partenariat politique, militaire, diplomatique, économique. Indiscutablement, vous avez l'un des puissances économiques émergées. Donc c'est un succès de la diplomatie chinoise, notamment sur le plan économique. Mais le résultat concret, est-ce que quelqu'un s'est donné 5 minutes pour commenter les résultats concrets du sommet de l'OCS? Non. La Chine n'est pas seule, elle est entourée d'amis et en plus d'être une puissance économique,
elle est aussi une puissance militaire. Tel était le message du défilé monstre organisé 3 jours plus tard à Pékin, officiellement pour célébrer les 80 ans de la victoire sur le Japon. Le défilé militaire, c'est complètement différent. C'est l'affirmation de la puissance militaire chinoise, qui est indiscutable. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable. Et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément. L'humanité fait de nouveau face à un choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation, et des résultats gagnant-gagnant ou des jeux à somme nulle. Devant Vladimir Poutine et Kim Jong-un, partenaires et alliés dans la guerre en Ukraine, 10 000 soldats de l'armée populaire de libération ont marché dans un ordre parfait. Il s'agit de montrer que oui, la puissance chinoise est bien là, qu'elle est très impressionnante et qu'à la tête de la puissance chinoise, évidemment, c'est le Parti communiste et c'est son dirigeant Xi Jinping. Camarades, vous avez travaillé dur. Ce sont des images qui sont d'abord et avant tout destinées à la population chinoise pour montrer la force, montrer la légitimité du régime, montrer la légitimité de Xi Jinping. Mais surtout au reste du monde, et notamment aux États-Unis, que décidément l'armée chinoise, l'armée populaire de libération, aujourd'hui, elle fait vraiment peur, elle est vraiment puissante. Et attention, si on s'ingère dans les affaires intérieures de la Chine, la riposte peut être extrêmement lourde et donc il s'agit de dissuader. Parfois, on s'interroge, est-ce que ce sont des vrais soldats, comme chez nous, ou est-ce que ce sont des acteurs, des figurants choisis pour leur taille, leur bonne mine? Nous servons le peuple! Au-delà d'une chorégraphie quasiment robotique, dont toutes les dictatures ont la recette, les observateurs ont surtout noté la variété des armes présentées. Pour la première fois, on retrouve la triade nucléaire chinoise, la composante aéroportée sur des avions stratégiques, des bombardiers stratégiques, la composante missiles intercontinentaux et une composante sur des plateformes navales, donc la dissuasion nucléaire à la mer. Des fusées nucléaires, des missiles anti-navires supersoniques, des chiens robots, des drones ultramodernes aériens autant que sous-marins. En dehors de l'armée américaine aujourd'hui, aucune autre armée au monde, aucun autre État au monde est en capacité d'aligner tant de technologies, tant de matériel aussi diversifié dans tous les domaines terre, air, mer. L'impression, c'est qu'au fond, bien avant 2049, qui était le délai donné initialement par Xi Jinping, la Chine est arrivée à parité avec la première puissance militaire mondiale. Elle n'a plus de restrictions mentales à le claironner, à l'affirmer, peut-être à l'afficher un peu trop, d'ailleurs, mais c'est clair qu'on a passé une étape. Mais par-delà l'impression projetée de masse et de puissance, que vaut vraiment cette armée chinoise? Là, il faut être prudent. Beaucoup de ces armes n'ont jamais vraiment été testées. La coordination en combat, l'intégration, si vous voulez, avec l'informatique, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est un domaine dans lequel les Chinois font des recherches énormes. Mais ça n'a pas encore vraiment été testé en combat. La question de la crédibilité de l'APL, de l'Armée populaire de libération, est un immense sujet, peut-être aussi immense que la taille de l'armée elle-même. Pourquoi? Parce que les derniers combats livrés, l'intensité, la haute intensité, comme on a habitude de le dire maintenant à l'aune de la guerre en Ukraine, c'est face aux troupes vietnamiennes à la fin des années 70 et début des années 80. Ce défilé consacre la toute-puissance d'un homme, Xi Jinping, à la tête de la Chine depuis 2012. Il passe pour être le dirigeant chinois le plus autoritaire depuis Mao. La vision du monde de Xi Jinping, elle est tout simplement
très anti-occidental. Il faut commencer par la base, c'est-à-dire qu'il y a un anti-américanisme extrêmement fort, mais c'est plus qu'un anti-américanisme, c'est un anti-occidentalisme assumé. Il faut dire les choses clairement, et moi je prends mes responsabilités. Nous parlons d'autocrates, nous parlons de dictature. Il faut voir ce qu'est la Chine. La Chine est, sauf pour quelques centaines de milliers, ou peut-être allons à 1 ou 2 millions membres de l'élite qui ont des passeports, c'est une gigantesque prison à ciel ouvert. Mélange de nationalisme et d'orthodoxie marxiste, sans pitié avec ses opposants comme avec ses rivaux, régulièrement purgés sous prétexte de lutter contre la corruption. Regardez le sort qui a été réservé à l'ancien président Hu Jintao au congrès du Parti communiste il y a 2 ans. On l'a sorti manu militari du congrès. C'est quand même hallucinant. Main de fer dans un gant d'acier, Xi Jinping a enterré les fantasmes occidentaux d'une ouverture politique de la Chine. Ce qu'on n'a pas vu, ou ce qu'on n'a pas voulu voir, ou ce qu'on n'avait pas envie de voir en fait, eh bien c'était le fait que, contrairement à ce que beaucoup pensaient, l'ouverture économique ne signifiait absolument pas une évolution harmonieuse et bien menée vers une forme de démocratisation. Était-ce une illusion ou était-ce à l'époque une possibilité? Il y a un peu des deux, il faut être honnête aujourd'hui. Moi j'étais toujours sceptique sur le fait que le communisme soit soluble dans le marché, si j'ose dire, quand il s'agit de la Chine, en tous les cas. À 72 ans, Xi n'a aucune intention de passer la main. En 2018, il a fait abolir d'un trait de plume la limitation du nombre de mandats dans la Constitution. Et se voit bien président à vie. Voire pour l'éternité, si l'on en croit cette surprenante conversation avec Vladimir Poutine, captée par une caméra indiscrète en marge du grand défilé de Pékin. Le propre d'un autocrate, c'est de décider tout seul et de contrôler les bons leviers, notamment militaires, de façon à pouvoir conforter son pouvoir et sa prolongation. Si en plus il est aidé par la biologie et qu'il peut changer les pièces détachées pour franchir, je ne sais pas, les années 2050, on n'est peut-être pas au bout de nos peines. Au début des années 70, englués dans leur guerre au Vietnam, les États-Unis cherchent à se rapprocher de la Chine de Mao. Avec un double objectif, la détacher de l'URSS et s'ouvrir cet énorme marché de plusieurs centaines de millions d'habitants. On est en pleine guerre du Vietnam et Nixon, anticommuniste et anti-chinois comme il est, a besoin de se dépêtrer d'une guerre du Vietnam qui est impossible. Or, il n'y a pas de paix au Vietnam sans une pression forte de la Chine sur le Vietnam. Tout commence par un tournoi de ping-pong. L'idée avait été émise d'envoyer un vecteur qui n'était tout sauf diplomatique, tout sauf renseignement, tout sauf militaire, le sport, et notamment un sport dans lequel les Chinois s'illustraient déjà de manière assez remarquable pour, en parallèle, entamer un dialogue et, en coulisses, entamer déjà des négociations pour ce rapprochement sino-américain. Puis, une navette secrète d'Henry Kissinger. Et finalement, Nixon fait le déplacement à Pékin.
C'était l'idée nixonienne, accompagner la montée en puissance et la modernisation et quelque part peut-être un jour le changement politique en Chine dans cette démarche diplomatique. À la fin des années 70, la Chine est dans un état absolument épouvantable après ces décennies de maoïsme délirant. Donc la seule solution, c'est le développement économique. Le développement économique ne viendra que d'une ouverture sur l'extérieur. Printemps 1989. Alors que l'URSS, épuisée par la course aux armements, vacille sur ses bases, Pékin choisit la manière forte pour réprimer les demandes d'ouverture de sa jeunesse. C'est le massacre de la place Tiananmen. On a un froid de nouveau avec un embargo sur l'armement chinois, etc. Donc on met en sommeil tous les échanges qu'il y avait en matière d'exportation d'armement, etc. Aux États-Unis, ils ont repris le contact très vite au cours de l'été 1989. Il était hors de question de rompre les contacts après ce qui était un accident de parcours en un sens. Ce qui s'était passé à Tiananmen ne dément pas ceux qui pensent qu'un parti communiste reste un parti communiste au pouvoir et que, ma foi, c'était un dénouement logique. Grands vainqueurs de la guerre froide, les Américains veulent convertir les Chinois aux vertus de la démocratie par la grâce du commerce. 2001, après 15 ans de négociations, la Chine est finalement autorisée à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. La mondialisation heureuse peut désormais commencer. L'accession de la Chine et de la Chine de Taipei est un grand moment. Avoir ces deux partenaires avec nous va donner de la force à notre Organisation mondiale du commerce. C'est le début des grands mouvements de délocalisation, c'est le début des grands mouvements d'investissement un petit peu partout sur le territoire chinois qui est aujourd'hui, à cette époque-là, de plus en plus ouvert, beaucoup plus qu'il ne l'était 30 ans auparavant avec le début et l'arrivée de Deng Xiaoping et des zones franches en Chine. C'est vrai qu'un marché aussi grand, 1,4 milliard en plein développement, en émergence, donc beaucoup d'entreprises ont eu envie d'y croire. Même à l'époque, on parlait des fantaisies de ce qu'on appelait la Chine-Amérique. Les gens qui disaient cela n'avaient pas conscience du projet chinois. Et ils n'imaginaient pas que la Chine est quand même mue par un ressentiment à l'endroit de l'Occident. Des Américains obèses en forçat de la machine à coudre. Obligés de travailler à la chaîne pour produire ces objets de consommation courante, aujourd'hui fabriqués en Chine, mais dont l'Amérique ne saurait plus se passer. Ou encore Trump, Vance, Musk, en ouvrier modèle. Dans la tête des Chinois aujourd'hui, il y a l'idée que l'horreur est venue, que l'Occident est en déclin, et que l'Amérique est une puissance qui va s'affaiblir progressivement compte tenu des désordres financiers, compte tenu de la désarticulation de la société, mais aussi au plan plus fondamental de l'éducation et de la santé. Ces vidéos, générées par l'intelligence artificielle, sont une des réponses chinoises en mode moqueur aux droits de douane imposés par Donald Trump au printemps 2025. Pour la Chine, 34%. Je veux dire, ils nous font payer, on les fait payer comme ça, tout le monde est content. Fondamentalement, Trump mise aujourd'hui sur ce qu'il appelle les tarifs douaniers, ou en tout cas sur l'ensemble commercial, pour essayer d'isoler, pour essayer d'étrangler la Chine. Il a une lecture assez simpliste des échanges commerciaux. Et l'Amérique est en déficit, donc il dit que ça ne peut pas durer parce que finalement, on se fait manger la laine sur le dos. C'est nous qui payons, qui faisons tourner les usines du monde entier pour une rémunération assez faible. Si les États-Unis choisissent la voie de la confrontation, la Chine se battra jusqu'au bout. Loin de se montrer impressionnée, la Chine a surenchéri en imposant à son tour des taxes à l'Amérique.
La position de la Chine est claire. La porte est ouverte aux négociations. Mais ce dialogue doit être mené sur un pied d'égalité et basé sur un respect mutuel. Si les États-Unis continuent, nous sommes prêts à nous battre. C'est le fait majeur. C'est comme ça qu'il faut lire ça. La Chine n'a pas canné. Et c'est la première fois, au moins avec ces conséquences-là, très lourdes, compte tenu justement de l'importance des marchés extérieurs. De riposte en réplique, les droits de douane ont alors atteint des sommets, avant que la raison ne l'emporte. On va davantage vers de la friction, vers de la conflictualité. Pour autant, les deux parties ne souhaitent pas la guerre. Il y a une rivalité fondamentale parce que leurs objectifs ne sont pas les mêmes. En même temps, on voit aujourd'hui qu'il y a aussi une très grande dépendance économique. À la fois rivaux et partenaires, les deux premières puissances économiques mondiales ont trop besoin l'une de l'autre pour ne pas trouver un terrain d'entente. Déjà, Trump avait exempté les produits électroniques, smartphones et autres, de taxes supplémentaires. Il était temps, les présentoirs des supermarchés américains menaçaient de se vider. C'est bien qu'il ait renoncé. Ça va maintenir les prix bas. Trump a compris que ça ne jouait pas en sa faveur, donc il recule. Du côté américain, on connaît les dépendances. La Chine exporte massivement. Les Américains consomment trop, c'est ce qu'on dit beaucoup. Et ils consomment énormément de produits chinois. Donc il y a les grandes entreprises de tech américaines produisaient en Chine. Enfin, donc il y a toute une interaction comme ça qui est très importante pour l'économie américaine. La Chine a évidemment été le plus grand bénéficiaire, et tant mieux pour elle. Elle a su en profiter de la mondialisation économique et financière. Mais elle est devenue aussi le premier créancier des États-Unis, ce qui est un problème aujourd'hui. Quand un pays est en excédent, qui vend à l'étranger, évidemment, tout le monde lui achète sa monnaie, normalement, ça doit la faire monter. Mais les Chinois qui manipulent le yuan le bloquent à un niveau artificiellement bas pour essayer de préserver leur marché extérieur. Dans ce contexte-là, des barrières tarifaires, ça les prive d'une partie de leur croissance. Derrière cette guerre des tarifs douaniers, il y en a une autre, plus sourde, plus totale aussi. Une course à l'innovation et à la suprématie dans tous les secteurs stratégiques. La montée en puissance technologique de la Chine et sa montée en puissance industrielle, je crois, elle repose sur deux jambes principalement. Celle d'avoir tissé des liens tout à fait officiels sur un réseau très officiel d'échanges académiques, d'échanges d'écoles d'ingénieurs à écoles d'ingénieurs, dans la formation, bref, sur l'ensemble du monde. Pensez simplement que depuis 20-25 ans, les États-Unis ont formé 2 à 3 millions d'ingénieurs chinois qui travaillent aujourd'hui sur le territoire chinois ou qui travaillent dans des sociétés chinoises au profit de la montée en puissance de la Chine. Il est loin le temps où la Chine conditionnait son ouverture à des transferts de technologie, un chantage qui s'apparentait souvent à du pillage pur et simple. En l'espace d'une génération, ils ont acquis le savoir-faire et ils ont condamné à la faillite la plupart des sociétés européennes. L'exemple des télécoms est édifiant. Dans les années 80, quand j'habitais en Chine, Alcatel, qui était le numéro 1 mondial des télécoms, il avait une expertise dans la fabrication des centraux téléphoniques. On a vendu tout ça en Chine. Alcatel a gagné pas mal d'argent. Aujourd'hui, les numéros 1 des télécoms, ils sont chinois. Et c'est sidérant de voir que 30 ans après, on en est à demander des transferts de technologie de la part des Chinois. C'est-à-dire que le maître est devenu l'esclave de l'esclave, pour utiliser une terminologie hegelienne. Désormais, c'est elle qui invente, innove et impose ses produits au reste du monde. Voitures électriques, batteries, panneaux photovoltaïques, logiciels. 5 des entreprises numériques les plus valorisées au monde sont aujourd'hui chinoises. Ils sont irrattrapables sur les biens de consommation comme la voiture. Ils ont une très bonne maîtrise des techniques de production d'énergie, le nucléaire. Au point qu'un ministre éminent me disait récemment « Nous ne pourrons pas relancer le programme nucléaire français sans l'aide des Chinois. » Sur les EPR, réputés. Technologie française. En étant leader, elle a aussi une capacité de façonner les normes et les standards. Pas tout simplement en proposant des nouveaux produits qui ont des nouvelles normes et standards, mais aussi en investissant dans des organisations qui façonnent ces normes et les standards.
Au cœur de cette guerre invisible se trouve le cerveau de nos technologies, le microprocesseur. Un marché de près de 600 milliards de dollars, essentiel à toute l'industrie de l'automobile, à l'intelligence artificielle. Appelés aussi semi-conducteurs, ces composants entrent dans la fabrication de quasiment tous nos objets du quotidien, du téléphone portable à la machine à laver. Et là encore, la Chine rattrape son retard à coups de centaines de milliards de subventions. L'innovation vient parfois de là où on ne l'attend pas. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'arrivée de DeepSeek, un modèle de langage développé à bas coût par une start-up chinoise, a fait l'effet d'une bombe. Certains Américains ont dit c'est le moment Spoutnik, c'est-à-dire l'équivalent des années 50 où les Américains ont vu ce satellite soviétique en se disant mais on s'est fait complètement griller. Et puis ils ont mis les bouchées doubles, c'est eux qui sont allés sur la Lune. Mais aujourd'hui, l'Amérique a-t-elle les moyens de faire ça? Pékin vise le leadership mondial de l'IA d'ici 2030, utilisant déjà ces technologies pour la surveillance de masse et la modernisation de son armée, mais aussi pour accumuler des données en Occident. TikTok, la fameuse app chinoise qui a une prise immense sur notre jeunesse, dans laquelle notre jeunesse dévoile toute sa vie. Tout cela, même si l'entité TikTok est vendue aux États-Unis dans le cadre du dernier accord, restera, parce que l'algorithme restera chinois, risque de rester sous contrôle chinois. Alors, pour tenter d'endiguer cette croissance technologique chinoise, Washington durcit le ton, impose des restrictions drastiques afin de priver la Chine des puces les plus avancées, notamment celles de moins de 14 nanomètres. Trump fait pression sur ses alliés pour limiter les transferts de technologie, dans l'espoir de maintenir une avancée la plus large possible sur son rival. Des entreprises néerlandaises ou japonaises qui fournissent les machines destinées à imprimer les microprocesseurs très perfectionnés se sont vues interdire de commercer, de continuer de vendre ces produits à la Chine pour les produits les plus pointus. Pourquoi? Parce que ce sont les États-Unis qui continuent de détenir les brevets. Mais la Chine possède ses armes secrètes, les minéraux critiques, gallium, germanium, terres rares. Pékin détient un quasi-monopole et n'hésite pas à restreindre les exportations en réponse aux sanctions occidentales. On a été naïfs. En fait, le deal entre la Chine et les Occidentaux dans les années 80 et 90, c'était « moi, Occidental, je vous donne ma technologie et en contrepartie de ça, vous me donnez l'accès au plus grand marché du monde. » Deal faisait. Parce que très rapidement, les Chinois ont su faire à peu près les mêmes choses, mieux, moins cher. Au vu des enjeux et des moyens investis, cette guerre économique, cette lutte à mort pour la suprématie technologique, pourrait-elle se transformer en guerre tout court? Il n'y a aucun doute que sur un plan très très large, la Chine se prépare activement à l'hypothèse d'un conflit. Le déclencherait-elle? Cela reste une question. Cette fois-ci, la manœuvre a mal tourné. En voulant intimider un patrouilleur philippin, un bâtiment de la marine chinoise et l'un de ses gardes-côtes se sont télescopés. Dégâts matériels et grosses pertes de face pour Pékin. Ils le testent, ils éperonnent éventuellement un navire dans ce qui est soi-disant une erreur ou un excès local. Il y a aussi une dimension d'affirmation de puissance. Si la Chine n'arrive pas à s'affirmer, y compris contre des pays comme les Philippines ou le Vietnam, c'est une forme d'humiliation d'une certaine manière. Mais l'incident illustre surtout les tensions grandissantes en mer de Chine méridionale. L'accrochage s'est produit près d'un récif que se disputent depuis des années la Chine et les Philippines.
Il faut dire que ces eaux sont riches en poissons et potentiellement en hydrocarbures. Pékin les revendique comme faisant partie de son domaine d'exploitation exclusif. Pour imposer leur volonté, les Chinois vont jusqu'à construire des îlots artificiels, présentés ensuite comme autant de terres chinoises. Ce qu'on voit bien quand même, c'est que le travail des Chinois, depuis très longtemps maintenant, c'est la privatisation, la sinisation de la mer de Chine. C'est pour ça qu'ils se battent beaucoup, qu'ils ont annexé des îlots, qu'ils font la guerre aux pêcheurs vietnamiens, qu'ils construisent des bases militaires partout en mer de Chine. La mer qu'on appelle mer de Chine en Chine, mer du Japon en Japon, mer de Corée en Corée, pour eux, c'est un lac intérieur. Il y a bien sûr la construction d'îlots, en fait, le développement de terres qui peuvent aussi avoir des usages militaires, notamment comme des pistes d'atterrissage, par exemple. Une politique délibérée qui fait craindre le pire dans une région devenue l'épicentre des enjeux stratégiques mondiaux. Le Pacifique et même l'Indo-Pacifique, avec ses détroits par lesquels passe 60% du commerce mondial. Là où se font face aussi les deux plus puissantes armées du monde, la chinoise et l'américaine. Alors, ce qui était jusqu'à peu l'autoroute de la mondialisation va-t-elle se transformer en champ de bataille? Depuis le pivot vers le Pacifique amorcé par Barack Obama, les États-Unis concentrent 60% de leurs forces armées dans cette partie du monde. Corée, Japon, Philippines, Australie, la bannière étoilée flotte sur des bases qui toutes font face à la Chine. Finalement, il faut rendre grâce à Trump. C'est lui qui, le premier, justement, a pointé la véritable nature de la relation entre les deux puissances en disant « ces gars-là, ils veulent notre place ». C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ils ne veulent plus subir un ordre mondial dicté par les États-Unis. On est, je pense, bien sûr, dans une zone très tendue, mais dans la hiérarchie, on va dire, des points de tension dans la zone, Taïwan est un cran au-dessus. Si la Chine devait vraiment prendre des risques, ce serait sur Taïwan. Taïwan, c'est cette île qui nargue la Chine continentale depuis presque 80 ans. Le général Chiang Kai-shek a rendu visite au porte-avions américain USS Wasp. Depuis qu'en 1949, après la victoire de Mao, l'ancienne Formose était devenue le refuge du nationaliste Chiang Kai-shek et de ses partisans. Aujourd'hui, l'île est une démocratie de 25 millions d'habitants, plantée comme un défi à 180 km des côtes de la Chine communiste. Une anomalie que Pékin s'est juré d'effacer. La relation interdétroit entre Taipei et Pékin est très très mauvaise. La Chine populaire ne peut pas se voir en étant à la fois double, ou en tout cas avoir deux Chines, c'est-à-dire une Chine communiste et la Chine à Taïwan. Non seulement Taïwan est une démocratie, mais c'est un pays riche, le 20e au rang mondial. Numéro 1 dans le domaine des semi-conducteurs, ces usines géantes fournissent 63% du marché de ses composants électroniques et même 90% des puces les plus sophistiquées utilisées pour le développement de l'intelligence artificielle. La posture de Taïwan a été celle de se dire il faut absolument qu'on se défende, donc de renforcer de manière assez subtile le lien avec les États-Unis et de miser sur l'avenir en investissant sur les semi-conducteurs de 1 à 3 nanomètres dont le monde est dépendant. Même si son indépendance n'a jamais été officiellement proclamée, l'affirmation de souveraineté de Taïwan et son cavalier seul démocratique sont insupportables pour Xi Jinping.
La question de Taïwan relève purement d'une affaire intérieure chinoise et aucune ingérence extérieure n'est tolérée. Nul ne doit sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Pour l'État parti, mais en particulier pour Xi Jinping, ce serait le couronnement de son règne, d'accomplir ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire et avaient, comme disait Tang, remis à la génération suivante, c'est-à-dire la réunification patriotique. Récupérer Taïwan, c'est mettre un point final définitif au siècle de l'humiliation. C'est le sens de l'histoire, c'est la révolution qui s'achève, c'est le triomphe définitif du Parti communiste sur le Kuomintang. Il n'a pas délivré grand-chose, Xi Jinping, pardon de le dire comme ça, mais chaque grand dirigeant chinois laissait un héritage. Donc, il n'a pas grand-chose à délivrer. Donc, il lui reste Taïwan. Ça, c'est évidemment inquiétant. Depuis des années, l'armée chinoise s'entraîne en vue d'une invasion de Taïwan. En avril 2025, a été révélé un nouveau modèle de barge de débarquement capable d'enjamber les champs de mines disposés sur les plages. Ces préparatifs ne sont jamais secrets. Selon la vieille philosophie chinoise, la meilleure stratégie est encore celle qui offre la victoire sans avoir besoin de combattre. Je pense que l'opération militaire leur fait pas peur. C'est probablement pas ce qu'ils vont essayer. On peut imaginer des scénarios hybrides. C'est-à-dire une espèce d'asphyxie progressive de l'île. Si on peut éviter d'utiliser la violence et l'armée, c'est mieux. Donc je pense que les Chinois, comme vous le savez, essayaient d'utiliser des méthodes plus douces d'infiltration. Il y a des millions de Chinois à Taïwan. Il y a une cinquième colonne, indiscutablement, qui est orchestrée par la Chine, qui mine les organes de sécurité, qui met en danger l'armée. Quand il s'agit de montrer les dents, les Taïwanais ne sont pas en reste. Face à la Chine, leur stratégie porte un nom, le hérisson. Concrètement, truffer l'île de systèmes de défense comme autant de piquants qui rendraient tout débarquement extrêmement coûteux, en hommes et en matériel. Les Taïwanais sont en train de se surarmer encore un peu plus. Ce ne sera pas une promenade de santé si les Chinois y vont. En juillet 2025, l'armée taïwanaise a mené les exercices militaires les plus importants depuis des décennies. En race campagne, mais surtout en plein centre-ville, jusque dans les profondeurs du métro de Taipei. À Taïwan aussi, les leçons de l'Ukraine ont été tirées. Inspirés par la formidable résistance des Ukrainiens, les Taïwanais sont convaincus que pour décourager la Chine de les attaquer, il leur faut mobiliser la société civile. Aujourd'hui, Washington équipe l'armée taïwanaise en matériel défensif et entraîne ses soldats. Mais le traité qui lie les deux pays n'implique pas forcément une intervention militaire des États-Unis en cas de guerre avec la Chine. Ce Taiwan Relation Act, depuis 1979 à aujourd'hui 2025, n'a jamais été neutralisé. Et il continue d'être animé par des transferts d'armement, par de la formation, par un soutien. La question est de savoir si ce lien-là va durer dans les 5 à 10 prochaines années. C'est une immense question aujourd'hui, et c'est la question que toute l'Asie du Nord-Est se pose, parce qu'il est certain que s'ils ne font rien, ce serait admettre que tout leur système de défense et d'alliance de l'après-guerre est en danger. Ce serait
vraiment obliger le Japon, la Corée à regarder ailleurs. Donc il y a un coût pour les États-Unis à ne rien faire. Le détroit de Taïwan, 180 km de large, par lesquels transitent chaque année près de la moitié des porte-containers du monde. Un blocus chinois du détroit coûterait au commerce mondial 1 billion de dollars, 1000 milliards. La Chine prendrait-elle le risque de déclencher un tel typhon économique? S'attaquer à Taïwan, provoquer une crise majeure en Asie, risquer une riposte américaine, donc la défaite, donc une humiliation devant sa propre population et un effondrement économique, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments pour dire que la Chine va envahir Taïwan à l'horizon 2027, ou comme les Américains parfois l'avaient anticipé, etc. Il n'y a pas d'éléments. L'option militaire est toujours sur la table. Dans l'idéal, il faut qu'il y ait une convergence d'intérêts politiques et économiques. Mais quand il faut faire des choix, eh ben, le politique l'emporte. La Chine est prête à faire ces choix-là. Et si ça doit lui coûter, ça lui coûtera. Elle a des réserves, par exemple, en blé, en riz, qui sont absolument incompréhensibles en temps de paix, mais qui ont beaucoup de sens s'il devait y avoir un jour non seulement un affrontement, mais tout simplement des sanctions et un blocus de la Chine. La Chine considère le détroit de Taïwan comme ses eaux territoriales. Régulièrement, les États-Unis et leurs alliés y font transiter leurs navires pour faire respecter ce que les Français appellent la liberté de navigation. C'est ainsi qu'en 2025, le porte-avions Charles de Gaulle et son escadre sont allés croiser dans ces eaux si sensibles. Je me souviens d'un épisode extraordinaire où j'ai été convoqué au Weijiaobu, au ministère, par les Chinois qui protestaient contre le passage d'une frégate française. Je leur ai dit, bah oui, en vertu du droit de la mer, nous marquons la liberté de navigation. Et les Chinois m'avaient répondu, mais vous n'avez pas besoin de pratiquer cette liberté de navigation puisque nous la garantissons. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Ces dernières années, plusieurs incidents se sont produits, en mer comme dans les airs. C'est ce navire chinois qui coupe délibérément la route d'un destroyer américain croisant dans le détroit de Taïwan, passant par 2 fois devant son étrave. Une manœuvre clairement agressive. C'est ce chasseur chinois qui frôle en plein vol un bombardier B-52 américain. Et dans les 2 cas, les Chinois ont ignoré les appels radio. Car contrairement aux soviétiques du temps de la guerre froide, les militaires chinois refusent tout canal de communication avec leurs homologues américains. Une absence de coopération qui rend la gestion de crise difficile. Pour autant, la Chine a-t-elle vraiment envie de faire la guerre? La Chine, je pense, n'a pas véritablement la capacité de dominer le monde ou d'être la première puissance dans le monde au même titre que les États-Unis. Ce qu'elle veut, c'est qu'on la laisse tranquille dans ce qu'elle considère comme sa zone. Depuis 2020, les Chinois sont les premiers en nombre de navires de guerre et leurs chantiers navals tournent à plein régime. Bâtiments de surface, sous-marins, épaulés par un arsenal de missiles balistiques anti-navires. Exemple. En septembre 2025, la marine chinoise a fait transiter son dernier porte-avions par le détroit de Taïwan. Le Fujian, du nom de la province chinoise qui fait face à l'île rebelle. Un monstre de 85 000 tonnes, le plus gros navire jamais sorti des arsenaux chinois. Bientôt équipé de catapultes électromagnétiques, le NEC Plus Ultra, dont seuls les États-Unis et la France disposeront en 2038. La Chine aujourd'hui est capable d'avoir des programmes de porte-avions, y compris des programmes de porte-avions à propulsion nucléaire, des programmes de sous-marins à propulsion classique, diesel électrique, mais également à propulsion nucléaire et dans la composante nucléaire, différents types de sous-marins nucléaires à lanceurs d'engins. C'est probablement en termes de nombre de navires la première marine au monde qui a pas ou très peu d'exercices au combat, contrairement à l'US Navy, la marine américaine.
Pour le 250e anniversaire de la marine américaine, Donald Trump a assisté à des exercices depuis les quais de la base navale de Norfolk, en Virginie. Le port d'attache des porte-avions nucléaires américains. Trump n'a pas spécifiquement abordé le défi que représente la montée en puissance de la marine de l'Empire du Milieu. Mais le président américain a quand même jugé bon de mettre en garde ceux qui souhaiteraient s'en prendre à l'Amérique. Chaque tyran et adversaire de la planète sait que son choix est très simple. Laisser l'Amérique en paix ou être ravagé par un feu et une fureur jamais vue auparavant. La vraie puissance qui tient tête à la Chine dans cette région, c'est les États-Unis, tout simplement, de par leur présence militaire qui reste extrêmement forte, par leur expérience de théâtre d'opération, leur capacité de projection. Aujourd'hui, aux États-Unis, la volonté réelle de refaire l'outil naval, de monter en puissance la dimension balistique et nucléaire, de monter en puissance les capacités d'intelligence artificielle, sont clairement dans les priorités de Trump. Quand on regarde l'état des forces en présence, on constate que l'écart se réduit entre les deux rivaux. L'Amérique conserve l'avantage en termes de budget et au nombre de têtes nucléaires. Mais pour combien de temps encore ? Depuis le début des années 2020, des photos satellites américaines révèlent la construction de nouveaux silos pouvant servir à stocker ou à lancer des missiles balistiques nucléaires. Le nucléaire civil et militaire est complètement imbriqué aux priorités du régime, avec une logique pour 2030-2035, si on lit et on écoute les déclarations chinoises, d'augmenter le nombre de têtes nucléaires à 1000-1500 têtes nucléaires, qui en matière stratégique changera la donne. Ce que les spécialistes du nucléaire appellent la prolifération verticale, une forme d'escalade qui rappelle la guerre froide. La comparaison avec la guerre froide est légitime, mais dans le niveau de rivalité, les moyens engagés, on est un cran au-dessus de la guerre froide. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, est beaucoup plus puissante que ne l'était l'URSS à l'époque de la guerre froide. Alors ça ne sera pas forcément une guerre froide, parce que je ne crois pas que les Chinois se mettraient en posture offensive, contrairement à ce qu'avait fait l'URSS à l'époque. Je vois mal les Chinois refaire le coup de Cuba. Mais le sens est le même, c'est diriger le monde à deux. Je ne suis pas sûr qu'elle est dans l'idée de remplacer place pour place les États-Unis comme maître du monde. Il faut bien se mettre à la place des Chinois. Voilà, la Chine, en chinois, ça se dit Zhongguo, c'est l'empire du milieu. Pourquoi diable, quand on est au milieu, aller conquérir le reste du monde alors que fondamentalement, on est supérieur ? Il n'empêche, ce duel de titans risque bien de boucher l'horizon des années, voire des décennies à venir. Entre une Amérique tentée par le repli sur soi, sans pour autant renoncer à sa boulimie de consommation, et une Chine qui aspire à la première place, qui sent que son heure est venue, mais qui a besoin du reste du monde pour écouler ses produits. Qui sera le plus fort ? On s'aperçoit que la technologie américaine est loin d'être morte, contrairement à ce que tout le monde a prophétisé. Moi, j'ai lu des dizaines d'articles quand je partais en Chine où on expliquait que l'Occident était mort, que la Chine avait tout gagné. Bon, ce que je constate qu'aujourd'hui, la Silicon Valley est toujours là. En revanche, l'économie chinoise a des sérieux ratés. La Chine est une immensité géographique, historique et démographique. Et c'est notamment sur la démographie que portent probablement les plus grandes fragilités du système. Une population qui vieillit de manière accélérée et donc moins de bras actifs, moins de dynamisme. Quand vous faites les projections à 2100, la Chine, sa population est divisée par deux. Celle des États-Unis est supérieure à celle d'aujourd'hui, dans des proportions très significatives. C'est un pays dont la population active va encore augmenter pendant longtemps. Population active, qui est le socle de la croissance. Avec ses territoires ultramarins, la France est un État riverain de l'Indo-Pacifique.
et à travers elle, l'Europe. Mais que pèsent les Européens face à ces mastodontes que sont la Chine et les États-Unis? L'Europe, face à la Chine, a des cartes en main, notamment la taille de son marché. Je rappelle que le marché de l'Union européenne est plus important que celui des États-Unis. C'est un marché considérable et c'est un marché développé. Quand je suis arrivé à Pékin, en 2 ans, j'ai vu l'impact de ce que faisait l'Union européenne. En 2017, l'Union européenne avait refusé de signer le fameux mémorandum que les Chinois avaient essayé d'imposer au monde à travers la fameuse initiative Ceinture et Route, ce que nous appelons, nous, Français, les nouvelles routes de la soie. Et ils ont continué à exiger. Nous voulons un accord de libre-échange, et tant que nous n'aurons pas un accord de libre-échange, vous n'aurez rien. Et nous avons dit non à tout. Et les Chinois ont fini par comprendre que c'est pas parce qu'on dialoguait politiquement qu'on devait se coucher. Je ne crois pas, très sincèrement aujourd'hui, que la Chine ou les États-Unis d'Amérique pensent que l'Europe est une puissance avec une autonomie stratégique comparable à la leur. Je ne le crois pas. Et je crois que si nous ne parvenons pas à construire cela, nous nous préparons des lendemains moroses. L'Europe, entre la Chine et les États-Unis, la position n'est pas simple, surtout si on ne veut pas prendre ce rôle d'Europe puissance dont on parle beaucoup, qui n'hésite pas à frapper du poing sur la table et à tenter d'imposer des règles qui lui sont favorables, si on veut rester, entre guillemets, humaniste et bien élevé. Les Européens eux-mêmes ne se vivent pas comme membres d'une puissance. Ils n'ont pas envie de puissance. Dans un monde où le désir de puissance reprend une vigueur à laquelle il faut s'habituer, parce que c'est le monde normal, eh bien l'Europe dit « moi, je préfère plutôt réglementer les pesticides et augmenter le congé de paternité ». Oh, très bien. Les dernières rencontres au sommet, à la fin de l'été 2025, se sont soldées par autant d'humiliations. Il est important que les deux parties se respectent mutuellement, qu'elles recherchent des points communs, tout en mettant de côté leurs différences. La taille de son marché peut-elle éviter à l'Europe d'avoir à choisir son camp? La Chine divise pour régner dans ses relations avec l'Europe. Est-ce que les États-Unis souhaitent toujours que l'Union européenne soit rassemblée, unie? Je pense que si les États-Unis étaient rationnels, ils comprendraient que c'est un appui d'avoir un pilier européen. Il n'est pas sûr qu'actuellement, il soit sur cette longueur d'onde-là. Pendant longtemps, on a pensé que l'Europe ou la France pourrait s'engager dans une troisième voie entre la Chine et les États-Unis. De mon point de vue, c'est assez naïf. Parce que réellement, s'il n'y a pas de front commun ou de coopération, de coordination sur les enjeux liés à la Chine, le rapport de force va évoluer clairement en faveur de la Chine.